Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB, première vidéo de la 5e saison. Aujourd'hui, on va voir quelques trucs assez simples à éviter si on veut démarrer un potager dans de bonnes conditions. T'as changé un truc, non? Mais c'est fou ça, mais t'as tellement changé, on t'aurait jamais reconnu. Mais d'ailleurs, on t'a pas reconnu. Hein. Bonjour. Comme je n'ai pas encore grand-chose à vous montrer au jardin, je voulais en profiter pour donner quelques conseils à ceux qui voudraient débuter un potager cette année. Ah, carrément. Tu débutes aussi et tu veux donner des conseils maintenant? Oh, ben, c'est le 5e potager que je vais démarrer. Là, on ne peut plus vraiment dire que je suis débutant. Mais ouais, mais tu rates tout ce que tu fais. Ah non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis débutant, c'est parce que je suis mauvais. En fait, je vais revenir sur les principales erreurs ou choix discutables que j'ai faits et qui sont assez simples à éviter. 3008 à peu près. Non, il n'y en aura que 5 en fait. La première erreur à ne pas faire, et la première que j'ai faite du coup, c'est de mal placer son potager. Alors évidemment, il y a l'aspect zonage permaculturel. Comment ça? C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter de placer le potager à 300 mètres de la maison ou de l'arrivée d'eau. Mais bon, quand on est en lotissement, ça c'est assez facile à faire. Dans mon cas, sur un terrain de 500 mètres carrés, je risquais pas de mettre le potager à 20 bornes. Par contre, il peut être intéressant de placer le potager entre l'entrée du terrain et l'entrée de la maison. Comme ça, on y passe devant plus régulièrement et on a un peu plus l'œil dessus. Bon, pour ça, vu comment est implantée la maison, j'ai pas eu trop le choix. Du coup, je le vois que quand j'y vais exprès. Et donc, il peut m'arriver de passer plusieurs jours sans y jeter un œil. Ouais, ça c'est surtout parce que t'es un branleur en fait. Il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça. Mais bon, le zonage, c'est qu'une histoire de bon sens en fait. Hein. Si vous êtes bricoleur, j'imagine que sur votre établi, vous avez à portée de main les outils que vous utilisez tout le temps et que ceux que vous utilisez qu'occasionnellement sont rangés dans un placard. Bon ben voilà, vous avez un atelier en permaculture. À quoi? Pardon? Mais au-delà de ça, pour en revenir à l'implantation du potager, je l'ai placé volontairement de manière à ce qu'il soit en plein soleil toute la journée. Et ça aussi, je m'aperçois que c'est une erreur. Enfin, en tout cas, dans ma région au sud de Toulouse, c'est une erreur. Quasiment tous les ans, on a de gros épisodes caniculaires. Et ça, même les légumes d'été, genre tomates, aubergines et compagnie, ben, ils aiment pas trop. Hein. La plupart des fruits ont tendance à cramer et ça fait pas mal de pertes. Ah oui, là, il y a un petit problème. Si c'est à refaire, je placerai les planches de manière à ce qu'elles bénéficient de l'ombre de la maison et qu'elles soient pas en plein cagnard toute la journée du coup. Et si vous avez un terrain arboré, ça doit être encore mieux de placer le potager de manière à ce qu'il bénéficie de l'ombrage des arbres. Comme ça, en hiver, la lumière passe et en été, elle est bloquée par le feuillage. Le deuxième truc à pas faire quand on démarre un potager, c'est trop s'obstiner à ne pas vouloir travailler le sol. C'est vrai que quand on voit la plupart des vidéos plus ou moins perma, on a l'impression que le travail du sol, c'est le mal incarné. Oh ben toi, de toute façon, dès qu'il y a le mot travail... Ah, c'est marrant ça. Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ce qu'on voit ou ce qu'on lit. La plupart du temps, quand on parle de travail du sol, on parle de labour régulier et profond. Et c'est sûr que quand on sait que la vie du sol est organisée en couches, qu'on ne retrouve pas les mêmes choses dans les 10 premiers centimètres que dans les 10 suivants, etc., et que tout ça, ça met pas mal de temps à se mettre en place, ben on comprend bien que retourner l'ensemble sur 60 centimètres tous les ans, ben ça favorise pas trop le truc, quoi. Mais bon, nous, dans l'ensemble, on est plutôt sur des petits potagers familiaux, hein, donc ça m'étonnerait que beaucoup d'entre nous aient des charrues avec le truc qu'on accroche à la charrue là. Tu m'aides pas, là? Non, pas là, non. Des socs de 60 cm. Trop travailler le sol ou trop profondément, c'est sûr que ça doit pas être terrible, mais bon, passer un coup de grelinette ou préparer un lit de semis sur quelques centimètres, ça doit pas être bien méchant. Et selon les contextes, ben, pour démarrer, un gros travail du sol peut même être indispensable. Dans mon cas, à l'arrivée sur le terrain, le sol était complètement nu. C'était très compacté par les travaux de construction de la maison, et comme la terre est très argileuse, bon, ben, c'était du béton. Du coup, j'aurais bien fait de faire un bon gros travail du sol bien en profondeur pour démarrer le truc, mais bon... C'est trop dur. En plus, le sol était complètement mort, hein, donc j'aurais pas tué grand-chose. Au lieu de ça, je suis parti sur des lasagnes, et ça non plus, c'était pas une bonne idée. C'est ta spécialité, ça? Donc quoi, les lasagnes? Non, les mauvaises idées. Celui-là, je te jure, des fois, il a un humour pénible. Sur le principe, la culture en lasagne, c'est vachement bien, et quand on voit ça en vidéo, ça a l'air super facile à mettre en place. On empile des couches de matière carbonée, des couches de matière azotée, puis ensuite on rajoute une couche de terre.
Le truc, c'est que ça demande une quantité de matière énorme. Au départ, j'avais 4 carrés de 3 mètres sur 1 mètre 20 sur 40 cm, soit un peu moins de 6 mètres cubes. Du coup, je pensais qu'avec 5 ou 6 mètres cubes de matière, ça ferait la balle. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le problème, c'est que même en débroussaillant près de 1000 mètres carrés, je suis péniblement arrivé à 3 ou 4 mètres cubes de matière. Et surtout, quand on rajoute de la terre par-dessus, ça tasse méchamment l'ensemble. Hein, et 30 cm de matière se transforme vite en 10 cm. Avec mes 4 mètres cubes, j'étais loin du compte. Oh, bah c'est sur à peu près tout que t'es loin du compte, en fait. Hein. T'es mauvais, t'es mauvais. Donc pour résumer, ne pas travailler le sol, bon, c'est plutôt logique si on veut favoriser la vie du sol, mais il ne faut pas être obtus non plus. Selon l'état du terrain, ça peut même être indispensable, au moins au départ. Après, tout dépend de la qualité de la terre aussi. Hein. Si vous avez la chance d'être sur un terrain pas trop tassé, pas plein de cailloux et avec déjà plein de vers de terre dedans, ben vous pourrez avoir des planches prêtes à l'emploi en mettant soit des cartons, soit des bâches quelques semaines pour détruire la végétation de surface. Oui, par en dessous. Et pour les lasagnes, à part avoir un très grand terrain, il est assez peu probable d'arriver à avoir assez de matière sans faire d'apport extérieur. Globalement, acheter un peu de paille ou de foin et faire venir quelques remorques de terreau, de compost, ça peut être pas mal pour démarrer. Je l'ai pas fait et bon, je commence à avoir une terre pas trop mal. Bon, ben déjà, c'est pas idéal non plus et en plus, ça m'aura pris 4 ans. Donc ne pas vouloir faire d'apport extérieur, c'était pas forcément une idée géniale non plus. Une autre erreur que j'ai commise à plusieurs reprises, c'est de vouloir faire les semis trop tôt. Ouais, bah t'es plus à ça près, de toute façon. Je sais pas si me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Bah déjà, si vous débutez complètement, vous n'êtes pas obligé de partir de la graine. Rien ne vous empêche d'acheter directement des plants en jardinerie. Bon, vous aurez un peu moins le choix des variétés et ça coûtera un peu plus cher, mais au moins vous serez sûr d'avoir quelque chose à planter. Perso, les semis, c'est ce que je préfère faire au potager, hein, donc je l'ai fait depuis le départ, mais la plupart du temps, je l'ai fait trop tôt. Non, mais c'est vrai que t'enchaînes les conneries au potager comme on enfile les perles sur un collier. La démarche, c'était de me dire que comme il y a assez rarement des gelées tardives dans mon coin, ben, le fait d'anticiper les semis, ça pouvait me permettre de les repiquer en pleine terre avant la mi-mai, hein, genre un mois avant. Ben, mauvaise idée, encore une fois. Hein. Déjà, je n'en avais pas conscience, mais il y a quand même régulièrement des gelées jusqu'à début mai, même dans le sud. Et globalement, on ne peut pas vraiment prévoir le temps qu'il va faire. J'ai l'impression qu'il va faire beau, hein. En plus, il n'y a pas que la température qui compte, hein. Il y a la lumière aussi. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai pas de serre chauffée ni de set de lumière horticole, donc je fais ça devant une fenêtre. Même si ma baie vitrée est orientée plein sud, ben, ça donne quand même pas un ensoleillement idéal. Et les semis précoces ont tendance à filer un petit peu. C'est-à-dire faire de la tige pour aller chercher la lumière, puis ensuite se casser lamentablement la gueule. Et ça, c'est pas l'idéal. Non. En plus de ça, en attaquant les légumes d'été trop tôt, genre fin janvier, début février, ceux qui survivent restent beaucoup trop longtemps en godet et ils finissent par soit végéter, soit complètement dessécher avant d'être repiqués en pleine terre. Il m'est même arrivé de ne pouvoir repiquer en pleine terre qu'un tiers de ce que j'avais semé en godet. Même pas la moitié? Non. Le problème, c'est qu'en général, quand on débute et qu'on fait un petit potager, on ne fait pas de légumes d'hiver. Donc arrivé au mois de janvier, ça fait un moment qu'on n'a rien fait au jardin et on est plutôt impatient. Mais bon, cette année, je vais essayer de me raisonner, au moins pour les légumes d'été. Pour tout ce qui est tomates, poivrons, courgettes, aubergines, je pense que je vais rien semer avant début mars. Bon, j'ai quand même déjà lancé un semis de pois et de légumes feuilles. Parce que ça, l'an dernier, au contraire, je les avais fait trop tard et ça supporte pas trop les grandes chaleurs. Mais bon, globalement, faire ces semis trop tôt, c'est pas un truc à faire quand on débute et quand on n'est pas vraiment équipé pour. Un autre truc à pas faire, et que bien évidemment j'ai fait, c'est de pas assez arroser. Ça vient d'une espèce de légende urbaine qui traîne sur YouTube et qui veut qu'on puisse faire pousser des légumes sans eau. En fait, encore une fois, c'est une surinterprétation de ce qui se dit. En général, on parle de potager sans arrosage et pas de potager sans eau. En tout cas, chez les gens sérieux. Et on peut jardiner sans arroser, hein, s'il pleut tous les 3 jours. Et qu'on se tape des canicules de plusieurs semaines, c'est plutôt suicidaire. Les légumes, ils sont comme nous, hein, c'est-à-dire constitués en majorité d'eau. Hein. Donc penser qu'ils peuvent se développer normalement sans eau, ça paraît un peu utopique. Pour rester poli. Ouais, ça peut arriver, non? Après, ce qui me semble plutôt cohérent, c'est de favoriser les gros arrosages de temps en temps plutôt que les petits arrosages quotidiens. En tout cas, sur un terrain argileux comme le mien, il me semble que ça a du sens, puisque l'argile peut stocker pas mal d'eau, ce qui fait que les racines peuvent aller chercher la flotte en profondeur. Et c'est sûr que sur un terrain sableux, il doit falloir arroser bien plus régulièrement, avec peut-être moins de quantité à chaque fois. Tout dépend du contexte. T'en as pour longtemps enchaîner les évidences comme ça? Pour la journée.
Au départ, par temps chaud, j'arrosais 2-3 fois par mois maximum. Donc c'était clairement pas suffisant, hein, tant qu'il pleuvait pas en tout cas. Mais bon, dans mon coin, c'est assez fréquent qu'il n'y ait pas une goutte de l'été. Donc maintenant, quand il fait vraiment chaud, j'arrose au moins 2 ou 3 fois par semaine. Alors ça change rien au fait que, comme je le disais, le potager est en plein soleil toute la journée, donc certains fruits ont tendance à cramer, mais au moins les plants survivent. Bon après, cette année, avec la sécheresse, là, on risque d'avoir pas mal de restrictions, donc je sais pas trop ce que ça va donner, ça. On va s'en sortir d'une manière ou d'une autre, on va bien arriver à trouver un moyen. Le dernier truc à pas faire... Enfin, le dernier truc de la vidéo, parce que des conneries, t'en as bien fait 10 fois plus. Oh là, que t'es lourd. En fin de compte, c'est un garçon qui gagne à pas être connu. Donc le dernier truc à pas faire, c'est de sous-estimer le travail que demande le potager. Quand on découvre les concepts de permaculture, agroécologie, etc., on peut vite penser qu'il suffit de planter des graines et de laisser faire la nature. Ben déjà, dans la nature, il n'y a pas de potager. Et en plus, un potager, ça demande bien plus d'attention et de travail que ce qu'on pourrait croire. Les semis demandent pas mal de travail de mise en place et une attention quotidienne. Et ensuite, il y a l'entretien du potager en lui-même, hein, entre les arrosages, le désherbage, la taille et l'entretien de certains plants. Ben, tout ça, ça demande pas mal de temps et bien plus que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Ah ben t'as enfin compris ça. T'aura fallu du temps. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. La gestion des nuisibles aussi, ça prend du temps. Oui, je continue à dire nuisibles, hein, parce que j'ai toujours du mal à considérer les escargots, les limaces et les rongeurs comme des auxiliaires. Pareil pour les mauvaises herbes, hein, ou adventices pour les poètes. On peut les laisser se développer, hein, mais je pense que dans l'ensemble, ça prend quand même et des ressources et de la place destinée aux légumes. Pour ça, le mieux, c'est encore d'avoir une bonne couverture du sol. Encore faut-il avoir assez de matière, bien, enfin, on peut aussi utiliser des bâches. Après, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on fait un potager, j'imagine que c'est pour récolter des légumes. Donc je pense qu'il n'y a pas de mal à réguler ce qui peut nuire à leur développement. Donc on le fait en utilisant des méthodes et des produits naturels, en tout cas. Et non, il n'y a pas de mal, non, il n'y a pas de mal. Non, mais voilà, on a fait le tour des principales erreurs à éviter quand on veut démarrer un potager, ou en tout cas des principales que j'ai faites en démarrant. Si vous vous apprêtez à débuter dans cette discipline, bon, vous en ferez certainement aussi des erreurs, mais peut-être du coup que vous ferez pas celle-là. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ouais, enfin, t'es quand même un peu gonflé de donner des conseils avec les résultats que t'as. Hein. C'est vrai, mais tu l'es aussi pour avoir mis un titre aussi putaclic à la vidéo. Ouais, c'est vrai. C'est pas joli tout ça. Ils tomberont pas plus bas. Avant de terminer, je voulais quand même dire un grand merci à Jaco et Lydie de la chaîne Les Bons Conseils dans le Jardinier. Ils m'ont fait un peu de pub dans une de leurs vidéos et suite à ça, il y a eu quand même beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci à eux et bienvenue à vous si vous avez découvert la chaîne grâce à eux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Ouais, 5 du coup. Salut! Ah, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Mais ouais, mais comment je fais là, moi? Quasiment tous les ans, on a de gros épisodes de la bœuf marine sur le pu. Le truc, c'est que ça demande une canne. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, mais... Vache, de tension. Mais surtout, une fois qu'on rajoute de la terre par-dessus, ben, ça tâche. Mais surtout, oh, putain. Et surtout, une fois qu'on rajoute la terre par-dessus, ben, ça tanche. Oh, ça tanche, putain, ça tache, ça fait... Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.